On va parler d'abord de la porte de la cavalerie. Voilà, vous connaissez tout Arles, évidemment. On se situe vraiment ici au nord de la ville et c'est l'entrée principale au nord de la ville et c'est vraiment une entrée qui est empruntée par tous les Arlésiens qui prennent le train. Il y a la gare qui est ici, vous reconnaissez, vous rentrez par là, quand vous sortez, vous rentrez. Cette porte est empruntée par énormément de circulation. Et depuis quelque temps, on en a profité du chantier pour couper la circulation automobile. Ce n'est qu'exclusivement une circulation piétonne ou vélo et qui passe par cette porte et c'est bien plus agréable. Alors, on se situe dans un contexte, bon, j'ai mis un petit peu les choses importantes pour comprendre où est-ce qu'on en est. Et ici, vous voyez en rouge, c'est en fait les anciens remparts. La flèche suit. Voilà, c'est super. Très bien. Devant la porte, donc au nord, vous avez la fameuse place Lamartine. Et en fait, la place Lamartine fait en fait suite à une place qui était là avant, qui s'appelait la place de la cavalerie. C'est là, en fait, qu'une sorte de champ de Mars où les cavaliers s'entraînaient sur un terrain vague devant les remparts. Évidemment, plus tard, le chemin de fer est arrivé ici, à remodeler les quartiers. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et entre les deux, on a créé une place qui a pris opportunément le nom de Lamartine, évidemment, d'après les députés, qui a justement favorisé l'arrivée du chemin de fer à Arles. Vous connaissez l'histoire. Alors, il y a une chose très, très importante, voilà, la flèche est revenue, c'est cet axe ici, qui est l'avenue de Stalingrad. Et quand on vient de loin sur Arles, c'est une avenue qui est vraiment dans l'axe de la cité d'Arles. De loin, on voit dans l'axe de l'avenue, on voit le clocher de Saint-Trophime, de loin. Vous voyez de loin, c'est vraiment un point de repère. Et dès que vous passez le pont ici, donc sous le pont de chemin de fer, vous ne voyez plus le clocher de Saint-Trophime, il disparaît sous le pont. Et à la sortie, vous voyez arriver, pile toujours dans l'axe, la porte de la cavalerie. Donc il y a déjà une vraie idée d'urbanisme, de construction sur cette avenue qui a été mise là. Ce n'est pas exceptionnel, il y a d'autres villes françaises qui ont justement des avenues aussi dans l'axe. Et vous avez donc autour le boulevard Émile Combes qui arrive là. Un boulevard, donc c'est par définition, c'est une voie qui contourne des remparts. Et vous savez qu'une avenue, a priori, ça indique, donc c'est perpendiculaire en général au boulevard, ça indique une rue ou quelque chose comme ça, qui indique qui vient de. Donc avenue de. Et avant, c'était avenue d'Avignon, évidemment. C'est devenu avenue de Stalingrad, c'est un petit peu plus loin, mais c'est toujours bon. Quand on vient de Stalingrad, on finit par arriver par cette avenue-là. Une chose, donc, évidemment, la perspective, finalement, est reprise à l'intérieur par la vue sur la fameuse fontaine Amédée-Pichot, dont on va parler tout à l'heure, qui est vraiment très, très marquée pour l'entrée de la ville. C'est une des premières choses qu'aperçoivent, en fait, finalement, les visiteurs qui viennent à Arles. Vincent Ramon m'a parlé, justement, que j'étais jeune arlésien. Je suis ravi d'avoir découvert cette ville. Justement, la première vue, c'était sur cette fontaine Amédée-Pichot, qui est un petit peu troublant parce que c'est pas ce qu'on attend. En fait, quand on arrive à Arles, on s'attend à voir des monuments antiques et quand on passe une porte, on tombe sur une fontaine 19e. C'est surprenant, mais c'est intéressant et on voit évidemment au loin l'amphithéâtre avec ses tours médiévales qui sont aussi visibles à partir de ce point-là. C'est un point important dans l'entrée de la ville et parce que ça accompagne en fait les visiteurs, les Arlésiens, tout le monde qui passe par là, ça concentre en fait l'entrée et ça organise aussi la perspective une fois qu'on a passé ce point vers l'intérieur de la ville. Donc c'est un point capital dans l'aménagement de l'ensemble.
Voilà, tout ça est géré, petit volet administratif, parce qu'il faut quand même parler un peu de ça. Vous n'ignorez pas que l'ensemble de la ville d'Arles est géré par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, le fameux PSMV, que vous connaissez tous quand vous voulez faire des travaux. C'est toujours un petit peu compliqué, mais justement, c'est pour préserver le patrimoine et pour conserver justement l'intérêt patrimonial de la ville. Donc vous voyez ici un certain nombre de prescriptions, on passe très très rapidement parce qu'on n'est pas là-dedans. Ce qui est en gras ici ou en noir, c'est les monuments historiques classés, donc on parle vraiment de 2 tours classées, les remparts sont inscrits, et vous voyez ici apparaître, donc ça c'est la rue de la Cavalerie avec les commerces autour, et vous voyez ici apparaître des points verts qui indiquent en fait que dans le PSMV, il est prévu déjà un alignement d'arbres qui est à créer quand il y aura des travaux. Donc c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. Donc effectivement, on suit cette prescription de mettre en place des arbres. Je vous en parlerai tout à l'heure. La place Lamartine est vouée à un moment donné, mais ça c'est un autre projet, ça fera l'objet d'une conférence beaucoup plus tard, mais, de réaménagement complet, parce que personne n'est vraiment très très heureux avec ce rond-point aujourd'hui. Donc évidemment ça fait partie des réflexions, mais ça on est encore très très loin de ça. Petite remarque intéressante, c'est que la maison jaune que vous voyez ici en plan rouge, qui a été détruite pendant les bombardements de 1944, il est marqué comme possibilité d'être reconstruit, qui est intéressant. Donc, c'est un vaste débat, mais c'est un plan qui suscite de vastes débats, et c'est ça aussi qui est passionnant dans notre métier. Mais je vois quand même que c'est quelque chose, quand je travaille avec mes étudiants sur cette place, il y a plus d'une fois en fait qu'on a envie en fait de reconstruire cette maison, quand même qui formera déjà une étape importante pour l'entrée de la ville. Voilà, on va parler un peu de l'histoire. Comment, en fait, on est dans quoi, finalement, dans cette ville, dans cette partie de la ville? Et pour ça, on a un premier plan ici qui indique, en fait, là, il faut imaginer, le plan est retourné. Hein, la porte de la Cavalerie, j'ose pas trop bouger, voilà. Bon, la porte de la Cavalerie se trouve sur la première image en bas à gauche. Donc la ville est retournée. Hein. Vous voyez le Rhône qui descend et qui remonte en fait sur l'image. Et vous voyez en rouge en fait les remparts antiques qui sont dessinés là. Et au XIIe siècle, on construit un quartier, ce qui s'appelle le Bourg-Neuf, au nord des anciens remparts, et qui permet donc d'agrandir la ville, de construire des nouvelles habitations et des commerces et toutes sortes de choses pour agrandir cette ville, parce qu'on est dans une période prospère, et donc ça fait, donc on construit ces remparts-là. Voilà, c'est revenu. Donc c'est cette partie-là, la porte de cavalerie se trouve ici, et vous voyez ici un petit cours d'eau, en fait, qui est un peu le premier arrêt de ces remparts. Vous voyez ici une autre image où on voit, donc cette fois-ci dans le bon sens, où on voit ici une sorte de bastion au droit de cette porte de la cavalerie. Ensuite, il y a une cour d'eau qui est extrêmement intéressante dans ce lieu. C'est la fameuse Roubine du Roi, qui est une ancienne cour d'eau qui existe toujours d'ailleurs, qui est visible en dehors de l'autre côté du chemin de fer, mais qui a été recouvert au début du XXe siècle à l'intérieur, enfin entre le chemin de fer et le Rhône. Et là aussi, on reviendra sur des images. Et c'est un cours d'eau, ça fait partie en fait des roubines, des canaux, etc., qui ont été créés autour d'Arles pour assainir les marais qui se trouvaient autour de la ville. Et cette cour d'eau, donc on voit ici l'image, voilà, on est revenu ici, qui tourne autour de la ville. On le voit ici vers la porte de la cavalerie. On voit ici le cours d'eau, donc c'est vraiment un petit cours d'eau qui se trouve au pied des remparts, donc ça fait vraiment des remparts, une sorte de fossé presque, mais c'est un cours d'eau naturel. Et ici, on voit une sorte de bastion, une sorte de ravelin ici, justement pour créer une entrée de ville ou une sortie défensive, c'est-à-dire
une porte protégée, évidemment. On fait des sortes de chicanes pour éviter que les gens rentrent directement dans la ville. C'est un bon moyen de défense. Petit à petit, ces aménagements devant disparaissent. La partie défensive disparaît, et donc à partir de fin 18e, début 19e, on commence à aménager autre chose dans ces lieux-là, et donc on tombe dans des aménagements plutôt 19e, c'est-à-dire autour des remparts. On va construire des parcs, des espaces verts, aussi des habitations, mais ça reste toujours une zone un petit peu verte autour de ces remparts. Donc on voit ça sur ces plans ici dessinés, on voit ce fameuse image ici, justement, où on voit une sorte de couronnement avec le boulevard Imri-Combe qui se trouve ici autour de la ville. Et ici, on commence à voir les premières images. Là, c'est une gravure de cette porte de cavalerie, mais qui est encore dans un état intéressant. Vous voyez évidemment les deux tours, et vous voyez entre les deux une porte très ouvragée, parce que cette porte qui a été construite a été, au XVIe siècle, a été reconstruite en fait en remplacement d'une porte du XIIIe siècle, une porte d'origine, justement pour créer une porte un petit peu qui a de l'allure. Et donc on fait une porte avec justement ce portail ici, avec des colonnes à bossage, un ordre dorique, un fronton curviligne au-dessus. On est dans quelque chose de très très monumental, vraiment pour montrer que la ville d'Arles est une ville importante. Il y a même des armoires du roi qui ornent le fronton. Et d'ailleurs, les deux tours aussi sont traitées. On verra ça tout à l'heure aussi sur les photos, vous le remarquerez. À l'extérieur, il y a des bossages, donc ça donne vraiment, architecturalement, ça donne un caractère défensif encore plus important. Ça accentue la monumentalité. À l'intérieur, c'est traité comme un parement normal. Donc, on s'aventure vraiment à faire quelque chose de très très puissant vers l'intérieur pour impressionner en fait les visiteurs qui viennent à Arles, qu'on ne vient pas dans n'importe quelle ville. Voilà, on voit ici sur ces plans à la fin du 19e, donc il y a beaucoup de changements en fait devant ces remparts, parce qu'il y a le chemin de fer qui est arrivé, donc il y a une gare, vous connaissez l'histoire, donc évidemment il y a un lien qui se crée entre la gare et l'entrée de la ville. Donc vous voyez ici des rues qui commencent à se mettre en place, et ici on crée donc cette place d'abord triangulaire, la place Lamartine. Vous voyez toujours cet axe dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là c'est franchement l'avenue d'Avignon, ici, c'était avant, et qui arrive direct sur l'axe de la porte de la cavalerie. On crée en fait un deuxième axe. On aime bien travailler avec une certaine structure, et on arrive donc aussi avec un axe qui vient de la gare, c'est-à-dire la gare qui est ici, on amène la route et on arrive direct sur la gare. On va juste revenir, et on voit aussi, et aujourd'hui on voit encore les restes de ça, donc là le plan est tourné d'un quart de tour, hein, les deux tours, sans jeu de mots, sont ici, et ici c'est créé sur le côté entre en fait ce chemin ici et le Rhône, un espace vert qui finalement est à l'origine de tout ce qu'on peut encore trouver aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que se trouve le terrain de boule, le mail d'arbres, et tout un jardin qui se trouve collé contre le rempart. Et vous voyez qu'il y a toujours encore le cours d'eau ici, la Robine du Roi, ici et là, qui est encore présent, avec un pont dormant qui se trouve ici devant les remparts. Voilà. Et donc on tombe sur l'image la plus séduisante qui aujourd'hui nous attire toujours. C'est cette image très très rare des deux tours, le pont dormant et la Robine du Roi qui se trouve ici au pied du rempart. On a les remparts ici, on a une sorte de talus qui descend dans l'eau, et l'eau qui passe ici en dessous avant de se jeter dans le Rhône plus loin.
c'est quelque chose, une image qui est très séduisante. On a toujours envie, tiens, ce serait intéressant de revenir à cette situation-là. Ça fait aussi débat, comme beaucoup de choses, mais voilà, ça fait partie des choses. Ici, vous voyez aussi un élément qui a disparu, c'est la fameuse maison de Jean Jaune, dans laquelle a logé Vincent Van Gogh, qui a complètement disparu, mais qui est donc sur le plan de sauvegarde marqué comme possible reconstruction. Voilà, d'autres images là plus récentes, on voit les tours, bon, ça commence à devenir un peu, là vous voyez une image 1909, hein, c'est écrit dessus, ça devient une sorte de support publicitaire à un moment donné. On voit que, voilà, il y a notamment ici le cacao Van Houten qui est ici affiché des 2 fois sur les tours. On voit différentes autres affiches et ça devient franchement quelque chose qui est complètement de côté, caché en plus par d'autres constructions. Et ce n'est que avant la guerre qu'on commence à restaurer les tours. D'ailleurs, ici, on a des images d'une tour restaurée juste avant la guerre. On voit les parements relativement neufs au-dessus. On est revenu en fait à une situation qui existait sur les images précédentes quand il y avait encore le portail, le grand portail central qui était en place. On voit de l'autre côté, donc une vue à l'intérieur, on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui poussent à l'intérieur, c'est pas dans un état florissant, et donc on voit encore qu'il y a des travaux qui resteraient à faire. Arrive donc fin 44, donc l'année de naissance de notre cher président, ce que j'ai appris tout à l'heure, qui est marqué donc par les bombardements parce que les Alliés cherchent à détruire le pont au Lyon, qui réussissent finalement, mais on me dit que finalement les avions volaient à grande hauteur et donc malheureusement il y avait non seulement le pont, mais il y avait aussi des dommages collatéraux, comme on dit poliment, dans les quartiers autour, et notamment le quartier au-delà de la porte de la cavalerie est extrêmement abîmé. Il y a quelques photos où on voit les gens errer dans les décombres. Ça devait être une situation absolument dramatique, évidemment, de voir sa ville détruite en ce moment-là. Et ça laisse donc cours à la réflexion, qu'est-ce qu'on fait finalement à la place. Et donc, finalement, est décidé un plan de reconstruction avec les constructions que vous connaissez, donc fait par les architectes Pierre Vallaud et Jean von Meegom, compatriotes, et qui construisent donc les bars que vous connaissez, et qui restructurent en fait le quartier, mais qui laissent toujours la fontaine Amélie Pichot plus ou moins dans l'axe. C'est pas tout à fait l'axe parce que finalement l'aile qui est construite ici à donc l'est est décalée un peu par rapport à l'alignement initial des rues. Donc ça fait justement une rue élargie qui est faite en ce moment-là, qui ouvre donc, et puis des commerces sont créés. Donc c'est là qu'on a une volonté de créer une sorte de place à l'entrée de la ville, par justement cet élargissement de la rue de la Cavalerie qui est créée en ce moment dans les années 40-50. On voit ici des photos des reconstructions. Donc c'est une architecture post-guerre, c'est-à-dire une architecture très dépourvue de décors et d'agréments, mais c'est une architecture aussi qui est aujourd'hui très marquée, qui commence à faire partie du paysage. Donc là, vous avez la photo que je vous ai montré en entrée. Donc vous voyez les quartiers encore en cours de reconstruction après la guerre. On voit les immeubles qui sont déjà prêts ici à l'est. On voit encore qu'il y a une partie qui manque ici. On voit la fontaine avec des Pichots qui est là. Et on voit ici, à l'intérieur de cet îlot-là, il reste encore des maisons qui vont être démolies après. Donc on est dans un esprit, on construit, on laisse encore un petit peu les maisons, mais petit à petit, les maisons anciennes disparaissent, et donc on se trouve avec deux anneaux, en fait, je dirais, et l'école qui se trouve ici au milieu, qui restructure aujourd'hui le quartier, et qui laisse aussi un petit peu de côté
je dirais sur le plan vraiment urbain, ces remparts qui se trouvent du coup un petit peu petits, en fait, à côté de tout ça. Les tours ici sont finalement de dimensions modestes par rapport à tout ce qui se passe derrière, et les remparts aussi sont très très dégradés, très en plus démolis sur la majeure partie. Donc du coup, ça crée en fait des éléments presque anecdotiques dans le pourtour de cette partie de la ville. Bon, on reconnaît ici le carrefour Lamartine, avec l'axe qui arrive toujours sur les deux tours, l'axe qui vient de la gare, et toutes ces plantations qui sont toutes récentes ici. C'est donc de jeunes platanes qui sont devenus grands aujourd'hui et qui font aujourd'hui donc l'attrait de cet environnement. C'est là qu'il y a le marché, c'est là qu'il y a une place avec de l'ombre qui s'est fait. Mais on voit aussi, ça c'est un petit peu mieux, ici il y a des platanes qui sont mis en fait dans le parcours de la Roubine du Roi. Donc si un jour on veut remettre en nom la Roubine du Roi, on sera bien obligé d'enlever ces platanes. D'où donc un grand débat qui peut se créer. Voilà, je vous fais un petit peu un point sur le chantier de la rue de Cavalerie et environ. On est en fait dans un vaste programme de réfection des rues qui, au bout de, voilà, finalement autour du mois de mars-avril, espérons-le, va toucher à sa fin, donc ça va apaiser la vie dans le quartier. Des travaux des rues qui sont à la fois motivés pour des raisons franchement techniques. Ça a commencé avec des projets sur la rue de l'Amphithéâtre, qui a été refaite, comme vous le savez, mais c'était en fait nécessaire parce qu'il y avait un vrai problème de assainissement de l'amphithéâtre, avec de l'eau qui ruisselait le long des grands orages et qui arrivait vraiment à créer des inondations dans la partie basse de la ville. Il fallait donc revoir le système des égouts. Et donc, qui dit qu'il faut revoir les systèmes des égouts, c'est qu'il faut ouvrir évidemment les rues. Et il faut remplacer tout ça, c'est des travaux colossaux qui ont été faits. Et évidemment, une fois qu'on a refait tous ces réseaux, il va falloir réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait finalement après sur l'ensemble des rues. Donc, c'est mener une réflexion sur le traitement. Bon, vous pouvez le voir aujourd'hui et ce qu'il en est aujourd'hui. Et donc, finalement, on se trouve dans un projet où on jumelle finalement les travaux qui étaient nécessaires dans la rue de l'Amphithéâtre avec ceux de la rue de la Cavalerie. On lie les deux et finalement on se trouve à refaire les rues en gros entre la rue de la Cavalerie, la porte de la Cavalerie et l'amphithéâtre dans leur globalité. Donc ça, on travaille aujourd'hui sur ce plan, les couleurs sont mieux sur l'écran là qu'ici sur mon écran. Vous reconnaissez les deux tours. Ici, c'est la rue de la Cavalerie, la fontaine Amélie Pichot est ici, et on suit donc très très sagement les recommandations du PSMV de planter ici 2 alignements d'arbres. Donc ce seront des tilleuls qui seront plantés, en grande discussion, c'est ça qui a été retenu, et qui vont créer donc une entrée vraiment ombragée dans cette rue de la Cavalerie qui est très très large, très ensoleillée, mais justement pendant l'hiver il n'y aura pas de feuilles, donc il y aura du soleil, pendant l'été il y aura de l'ombre parce qu'il y a des feuilles sur les arbres, en principe. Et finalement, bon, c'était un petit peu, ça c'est typiquement des discussions qui font débat. Je m'étais dit, ce sera quand même plutôt sympathique quand on arrive ici, sur une partie ombragée ici, qu'on rejoint la place Voltaire qui est là, qui est ombragée aussi, peut-être d'avoir une continuité d'arbres entre les deux aussi. C'était pas spécialement prévu dans le PSMV. Mais bon, au bout de multiples discussions, finalement, on a admis que ce serait peut-être une bonne idée. Et puis, on a fait la même chose ici dans la rue Amélie Pichot. Donc, ce qui fait que finalement, quand on arrive ici dans la porte de la Cavalerie, quand on va dans un sous ou dans un autre, on sera accompagné par une promenade ombragée dans les deux rues, jusque dans les petites rues. Évidemment, là, on ne peut pas planter d'arbres parce que c'est trop étroit. Mais donc, il y a toujours de l'ombre. Notamment, dans cette rue-là, j'ai trouvé que c'est quand même très, très large. Et surtout, à midi, quand on passe là, il y a vraiment
pas un centimètre carré d'ombre, donc je m'étais dit ce serait bien d'avoir ça. Donc, finalement, ça va se faire comme ça, donc c'est en cours de réalisation, et voilà, vous avez ici une image en coupe de la rue, donc on a même rêvé de mettre la Roubine du Roi aussi en eau. Pour l'instant, c'est plutôt utopique, mais bon, on ne sait jamais. La tour qui est ici, vous voyez les immeubles donc post-guerre et les arbres qui seront plantés ici, donc qui vont amener en fait de l'ombre. Pour donner quelques images d'ambiance, c'est donc pas sur le site, mais sur des choses déjà réalisées. Devant la fontaine, donc il y aura un tapis de pavé, comme pour devant l'amphithéâtre, comme vous le voyez ici sur la photo. Donc ce sera cette même ambiance. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi, mais je n'ai pas eu le temps de le mettre dedans, il y avait même des pavés du même type devant la fontaine au moment de sa création. Donc on est vraiment dans quelque chose de très très fidèle. Sinon, dans les rues Amédée Pichot ou dans la rue Voltaire, ou non, pas dans la rue Voltaire, oui, dans la rue Voltaire aussi sur le côté. Donc il y a le système classique avec des caniveaux caladés, avec des retours de façade aussi en calade, et le béton désactivé qui se trouvera entre les deux. En fait, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est la suppression des trottoirs, qui est vraiment quelque chose d'épouvantable, je trouve, dans la rue d'Arles. On a des trottoirs dans lesquels, en fait, on ne peut pas marcher du tout, c'est trop étroit, et ça laisse un peu aux automobilistes l'idée qu'entre les trottoirs, on peut rouler, c'est réservé à moi, je peux faire ce que je veux. Et finalement, on se rend compte, quand la rue vraiment devient un espace partagé, comme ces deux rues-là, on voit petit à petit, finalement, que les automobilistes commencent quand même à pas rouler très très vite, parce qu'on ne sait pas trop, finalement, où on est, quel est son parcours, et il y a des pigeons, il y a des... pas des pigeons, il y a des piétons partout. Il y a des pigeons aussi. Et même aussi, ça laisse donc la place aux vélos et aux scooters, etc., de circuler. Donc ça évite quand même à plus de partage, je dirais, dans ces espaces-là. Bon, là, j'ai mis des photos de la place Wilson, donc ça a été réalisé déjà il y a 2 ans. Mais pour montrer l'effet arbre avec justement tout le traitement qu'on a prévu. Donc on voit bien effectivement l'espace ombragé que ça fait. Là, c'est déjà des grands arbres parce que c'est des platanes existantes, mais les tilleuls qu'on va planter sont déjà de grande taille. Vous voyez la taille aujourd'hui dans la rue Saint-Julien. Si vous venez me dire bonjour, je suis juste en face de l'alignement. Il y a 5 tilleuls qui sont plantés, qui sont déjà très grands, et justement ça va pousser, et donc ça va effectivement donner de l'ombre à ces espaces-là. Donc voilà, aujourd'hui, bon, ça c'est la rue de l'amphithéâtre, mais ça c'est l'ambiance aujourd'hui dans la rue de la Cavalerie. Donc c'est un petit peu, on marche à travers un chantier, c'est un petit peu difficile, aussi bien pour les entreprises qui travaillent, aussi bien pour les piétons et les visiteurs qui sont là. Donc c'est un mélange de circulation pas toujours très très facile. Donc d'où aussi la motivation de tous, je veux dire, aussi bien les entreprises, aussi bien les habitants, évidemment que ce soit terminé au plus vite. Voilà, mais c'est, évidemment, on espère toujours que ça soit fini pour fin mars. Pour l'instant, officiellement, on parle d'avril, parce qu'on tient compte aussi des intempéries qu'il peut y avoir. Il suffit de 15 jours de pluie sans cesse ou de grand froid pour que ça décale quand même sérieusement ce chantier. Donc aujourd'hui, on espère, mais on ne sûr de rien. Voilà, on va passer à la porte de la cavalerie. C'est quand même pour ça, enfin, entre autres, qu'on est venu. Ici, c'est une image... Bon, quand on fait ce genre d'approche de chantier, là, on est franchement dans un chantier monument historique, donc on est sur l'objet plutôt que dans ce qui est urbain. On regarde évidemment son emplacement
au niveau urbain, on fait des études, ce qu'on appelle historiques, c'est-à-dire, bon, je ne suis pas historien, je n'ai pas de prétention de faire une thèse sur des choses, mais on se fait aider par les services de la ville, par les services de la médiathèque, Rémi Venture par exemple, qui aide beaucoup, l'AVA aussi, a beaucoup de documentation. Et donc, on essaye d'avoir le maximum de documents justement pour comprendre et savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement par rapport à ce monument. Donc là, c'est une ancienne image, on ne voit même pas encore la porte de la fontaine de Amélie Bichot au bout. Et on voit ici les tours, en fait, on les devine un petit peu, avec surtout le grand portail monumental au centre et la tour qui est ici à l'est aussi sur le côté. Ici, c'est une gravure donc, qui montre en fait la porte de la cavalerie avec sa porte monumentale qui a été démolie en 1877. On voit que voilà, le volume reste encore. On voit notamment, et je vais un petit peu insister là-dessus, ici une petite fenêtre avec un petit fronton qui se trouve là, une sorte de fenêtre avec des bossages, un appui qui est assez émergent. On voit que de ce côté ici, la fenêtre n'existe pas vraiment. Et ce sont des images intéressantes. Là, c'est encore une autre photo. On devine bien toujours la petite fenêtre là, la surélévation de la tour. On voit ici la tour est qui a été considérablement baissée, mais on devine la place de cette fenêtre aussi triangulaire qui se trouve, avec le fronton triangulaire qui se trouve ici. Il y a toujours le portail au centre qui est déjà, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà, qui est toujours là. Et on devine ici d'ailleurs des murs, parce que là, on se trouve toujours avec le pont dormant sur la Robine du Roi, qui se trouve ici en dessous. Vous voyez l'intérieur, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, mais là un petit peu plus en détail. On devine là aussi la porte qui existe toujours, la porte d'entrée. Mais c'est vrai qu'il y a énormément enseignes de publicité qui sont mis là. En fait, ce sont des panneaux qui sont fixés dans la maçonnerie, et ça, on a trouvé en fait toutes les accroches. Quand on a monté l'échafaudage, on a vu qu'il y avait en fait tous les accroches métalliques qui étaient encore dans la maçonnerie pour tenir ces panneaux-là. C'était intéressant. Mais bon, ça ne fait pas du bien, évidemment, au monument. Donc là, on voit ce que je vous montrais tout à l'heure, mais là, un petit peu en plus grand. Donc on voit vraiment ici toujours cette fenêtre-là, là, celle-ci qui a disparu. Et au passage, vous voyez à l'intérieur, d'ailleurs, la rue de la cavalerie qui existait avant les bombardements. Hein. Vous voyez des maisons et vous voyez surtout les devantures, etc., avec des grands des storbanes en fait qui descendaient beaucoup, qui protégeaient en fait contre le soleil à l'époque. Et on voit d'ailleurs la rue qui est plus étroite parce qu'on devine ici la façade est de cette rue de la Cavalerie qui vient beaucoup plus en avant par rapport à ce qui est aujourd'hui. Donc la fontaine se trouve à l'époque dans l'axe de cette rue. Bon, là c'est une vue de l'intérieur. Pour nous c'est intéressant parce qu'on repère en fait des pierres qui ont été changées déjà dans des restaurations, dans des campagnes précédentes. Et on voit aussi, ici sur cette photo, on le voit encore mieux sur les photos après, ce jeu de bossage qui se trouve ici à l'extérieur, et à l'intérieur, il n'y a pas de bossage du tout. Par contre, on voit qu'au-dessus du niveau des remparts, il y a des bossages qui apparaissent aussi. Curieusement, il y a eu à un moment donné une continuité de ce bossage aussi à l'intérieur des remparts. Donc on fait une analyse historique, on fait des relevés, on repère les pierres qui sont en mauvais état, on fait un projet aussi de restauration qui ressemble à ça, et il y a eu une demande aussi de la conservation des monuments historiques de pouvoir travailler un petit peu l'image en fait d'entrée de ville avec la possibilité de restituer si possible justement ces petites ouvertures qui existaient avec ces frontons triangulaires au-dessus. Bon, comme on aime bien s'amuser, donc on a aussi fait le projet pour restituer le portail central.
Évidemment, ce n'est pas l'objet du jour, ça coûte quand même très très cher, et puis pour l'instant, on a quand même des choses plus urgentes à faire. Mais c'était amusant de faire ce qui se passe ici, et parallèlement, on a aussi fait, en fait, avec les photos, justement, une restitution de ce qu'on pourrait trouver, justement, sous le sol ici. Donc, il y a un cordon, c'est capricieux ce truc. Un cordon qui se trouve en partie basse, en fait, la tour, elle est droite là, et ensuite, il y a un léger fruit qui s'installe, et donc, à la séparation d'eux, il y a un cordon, c'est une sorte de bandeau avec une moulure en demi-ronde. On a fait des sondages, et on a trouvé ce cordon-là, donc, bon, ça existe bien, ça se trouve environ 1 mètre en dessous du sol, pour dire quand même que le sol a été quand même assez bien remonté. Les ouvertures sur le côté ici, ce sont des ouvertures très très récentes, évidemment qui sont faites pour laisser passer les piétons au moment qu'il y avait de la circulation automobile entre les deux. Grande question, évidemment, est-ce qu'on laisse toujours ces ouvertures-là? Là aussi, c'est un grand débat. Pour l'instant, on les laisse telles quelles. On verra bien si un jour on s'attaque à la restauration des remparts, ce qui advient avec ces ouvertures-là. Là, vous voyez donc la tour avant travaux, avec notamment un détail intéressant, c'est tout l'arrachement en fait du grand portail que je vous ai montré, le grand portail dorique qui se trouvait là et qui a été donc cassé jusqu'à la hauteur, et on a laissé juste l'arrachement. Il n'y a eu aucune volonté de compléter la maçonnerie à ce moment-là. On voit toujours le bossage à l'extérieur et les parements lisses à l'intérieur. Et on voit que de la même chose, on peut grimper sur les tours. De l'autre côté, se passe la même chose. Vous avez l'arrachement ici de la porte qui est vraiment très très lisible ici et qui montre bien l'évolution des choses. Au rez-de-chaussée se trouve en fait une pièce voûtée en pierre avec comme seule entrée la porte qui se trouve ici. De l'autre côté, c'est vraiment la symétrie de ça. Et vous avez le même type de pièce, en fait, au-dessus, on verra ça tout à l'heure. Il y avait au-dessus un plancher, enfin une voûte, un sol en pierre, et au-dessus une pièce aussi voûtée par-dessus. Voilà. Bon, le chantier, évidemment, démarre. Je vous ai montré le panneau de chantier parce que ça donne l'occasion, justement, de parler de qui fait quoi. C'est évidemment la ville d'Arles qui gère, qui fait la maîtrise d'ouvrage de ce type d'opération. C'est le service des bâtiments communaux qui gère, en fait, l'opération, qui fait le travail administratif de suivi de ce genre d'opération, qui surveille que l'architecte fait bien son boulot et qui surveille aussi que les entreprises, donc là c'était une entreprise, c'est l'entreprise Fernandez, c'est une entreprise spécialisée ici, qui fait beaucoup de travaux sur les monuments historiques et qui a fait un travail remarquable sur cette tour. On a commencé à l'automne l'année dernière, donc évidemment ça commence par la pose de l'échafaudage qui permet là enfin d'avoir une vue proche des parements du bâtiment et de voir ce qu'il en est des dégradations. On n'a pas eu vraiment de chance, c'est-à-dire l'année dernière on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de froid et beaucoup de mauvais temps. Bon, on peut toujours commencer à faire des choses, mais le problème, c'est qu'il faut aussi faire des essais de réfection de joints, de ragréage, et évidemment, quand tout reste mouillé, on ne peut pas avancer parce qu'on ne peut pas voir les choses dans un état convenable. Voilà, on a perdu un peu de temps, malheureusement, ce qui a fait que le chantier a duré un petit peu plus long, c'est quasiment normal, mais la raison, c'était vraiment ça. Alors, quand on commence à regarder l'état dans lequel se trouvait le bâtiment, puisqu'on s'approche, évidemment, on commence à voir des choses un petit peu plus inquiétantes. On voit ici, par exemple, des pierres de taille qui sont posées. Bon, voilà, ça c'est logique, mais qui commencent à se décaler. Et derrière, il y a un vide qui se crée ici, parce que les pierres commencent à déverser vers l'intérieur. Et tôt ou tard, évidemment, risquent de tomber, bon, cette fois-ci à l'intérieur de la tour, donc ça risque pas grand-chose, mais ça accélère quand même la dégradation du monument.
Ici, pareil, on est dans un petit angle où on voit bien comment ça se passe. Il y a des bouts de pierre qui sont tombés du mortier. L'eau rentre derrière. L'eau, évidemment, rentre dans les joints, dans les maçonneries. Il y a la verdure qui commence à pousser. Et petit à petit, ça pousse en fait le bloc vers l'extérieur. Vous voyez un joint qui s'est ouvert et le bloc, tôt ou tard, il risque aussi de tomber par terre. Ensuite, à l'intérieur, bon, c'est peut-être dans l'air du temps, mais il y avait aussi un jardin absolument intéressant peut-être, mais qui n'est pas du tout bénéfique évidemment pour la conservation du monument. Non seulement parce que évidemment les racines rentrent dans la maçonnerie et toujours ça pousse en fait les pierres vers l'extérieur, ça ronge en fait à l'intérieur des maçonneries derrière le bloc. En plus, ici, parce qu'on se trouve à un endroit d'évacuation d'eau, donc l'eau ne s'évacue pas, donc il y a une sorte de lac qui se forme à l'intérieur au premier niveau de la tour. Et voilà, donc ça crée des tas de problèmes, donc évidemment, il faut enlever ça. Là, c'est une très belle photo avec tout ce qu'on peut vivre justement par rapport à ces incrustations de végétaux. Vous voyez des joints, vous voyez des lierres qui sont incrustées ici dans les joints, qui petit à petit commencent à manger en fait dans les joints. Petit à petit, ça vide la maçonnerie et donc avec des risques de chute évidemment. Ici, il se trouve pareil en bas, on a des tas de plantes qui s'incrustent dans la maçonnerie et ça ne fait pas de bien évidemment au monument. Les deux portes, en fait, c'était devenu des portes métalliques, des supports sympathiques pour des affiches dans le cadre des rencontres de la photo. On les a remplacés par des portes en bois et voilà, qui finalement font très très bien leur rôle. Il y a aussi des images sympathiques, évidemment, parce que dès qu'il fait beau, évidemment, les choses vont beaucoup mieux. On voit que ça fleurit quand même de façon assez sympathique sur les trucs. Mais là aussi, évidemment, on n'est pas très, très friand de ce genre d'image, parce que la maçonnerie en souffre. Je vais vous montrer là quelques images de la fameuse fenêtre que j'ai montrée tout à l'heure. Donc là, c'est un dessin de restitution qu'on a fait suivant les images des archives et en même temps en comparant aussi avec les différents livres d'architecture sur les ordres ou sur les différentes moulurations. Donc on a fait ce plan-là. Ce trait-là que vous voyez là, en fait, c'est au-delà, donc ici, comme ça, c'est ce qu'on trouve dans la maçonnerie existante et tout ce qui est en fait ici à remplir. Ça, c'est de la maçonnerie, donc la pierre de taille neuve, qu'on a mis en place pour restituer cette fenêtre. Donc, on commence d'abord, évidemment, à faire un relevé précis de tous les vestiges qu'on trouve. Donc là, vous avez des petites flèches pour montrer à peu près où on voit les choses. On voit ici une moulure qui dépasse, en fait, c'est l'appui de fenêtre qui se trouve à cet endroit-là. Donc, c'est ce bloc, en fait, que vous voyez ici, que vous voyez ici en réel, et là, ici, on voit quelques bossages qu'on voit ici dessinés sur la maçonnerie, sur la pierre de taille existante. Ici, on va dans un autre endroit, on voit ici, on a ce même bossage, en fait, ici, visible. Donc ça, c'est vraiment des traces assez vagues, hein, parfois. Donc il faut tout relever précisément, justement, pour affiner le dessin de ces blocs. Et ensuite, donc, ça permet de mettre au point le dessin définitif de la fenêtre et de commencer à reconstruire. Donc là, c'est un gros travail de taille de pierre, de stéréotomie, comme on dit, c'est-à-dire il faut dessiner les blocs, voir comment c'est fait, leur forme spécifique pour créer des arcs. On met en place une sorte de cintre, justement, sur lesquels sont posés les blocs, sur lesquels il y a aussi une réservation pour la clé qui dépasse ici, tout est prévu. Donc petit à petit, on reconstruit en fait la fenêtre en tenant compte de tout ce qu'on a trouvé justement sur les documents anciens.
Voilà, on voit ici quelques pierres neuves qui sont mises en place. Donc on voit ici une partie du démarrage de l'arc. Il y a donc une sorte de petite corniche qui dépasse. Et en bas, il y a la pierre d'appui qui est remise en place et qui se prolonge donc sur la pierre qui a été retrouvée ici. On voit vraiment que les lignes se poursuivent exactement. C'est un gros travail d'écalage, de réglage, etc. pour justement mettre en place cet ensemble de choses. Là, vous voyez la pierre neuve, donc après, il y a un travail aussi, ce qu'on appelle d'intégration, de vieillissement qui est fait justement pour que la pierre se marie un petit peu avec le reste de la chose. Donc ça se traduit en fait par un mini-atelier de pierre de taille qui s'est fait dans l'atelier de l'entreprise qui se trouve à Trinquetaille, et ensuite un recalage en fait des pierres au pied du chantier. Donc là on voit des images justement des différentes pierres qui se trouvent là. Donc là on voit des pierres qui ont servi de remplacement pour ces blocs de bossage. Donc il y en a quelques blocs qui ont été remplacés. Vous voyez le bloc qui est préparé ici, légèrement courbe justement. Donc il faut bien prendre en compte aussi la courbure, dessiner les pierres une par une justement pour savoir comment c'est fait, et ensuite la tailleur de pierre fait sa pierre à la mesure. Pareil ici pour les pierres, donc là on devine en fait la pierre d'appui des fenêtres qui sont faites ici. Là, donc vous avez deux pièces et qui sont donc prêtes à être montées en place. Donc voilà, ça, c'est un travail fastidieux. Évidemment, la mise en place demande beaucoup de soins, aussi pour ne pas abîmer les arêtes des pierres, mais aussi évidemment pour caler les pierres exactement en place. Là, c'est une autre étape en fait qui se fait aussi, c'est-à-dire qu'on a des parements en pierre qui sont nettoyés. On voit que les nettoyer c'est en cours. Vous remarquez en fait, on a remarqué que c'est une pierre qui ressort en fait de couleur très blanche, qui très vite devient un petit peu beige quand même. C'est une pierre qui tourne, c'est la pierre de Fontvieille. On a fait des tests, on a fait des analyses. C'est sans doute cette pierre-là qui a été utilisée. Donc pour les pierres de remplacement, évidemment, on a pris des pierres de cette carrière-là. Et en nettoyant, on trouve quand même une teinte assez claire, qu'on voit ici bien sur ces images-là. On voit une partie non nettoyée là. Et on voit que la pierre ressort donc très claire. Là, c'est un essai de ce qu'on appelle de ragréage, c'est-à-dire parfois, pour ne pas complètement changer des pierres. Changer une pierre, c'est quand même une opération structurelle importante. On évite de le faire trop souvent parce qu'on risque quand même de désorganiser toute la structure d'un bâtiment. Donc, parfois, il est utile de faire ce qu'on appelle un ragréage, c'est-à-dire c'est un mortier de pierre à base abrasif de pierre, et on restitue en fait la texture de la pierre avec du mortier. Donc, on voit un essai ici, justement, je l'ai montré pour qu'on voit ce que c'est. Après, là aussi, un travail d'intégration, c'est-à-dire il faut attendre que ça sèche. Ici, c'est encore mouillé. Et ensuite, on travaille avec des patines et une sorte d'aquarelle aussi pour justement intégrer ces blocs. Donc là, vous voyez une partie de la tour ouest après restauration, c'est quasiment terminé. Là, c'est intéressant, non, ils ne se sont pas trompés dans le remontage des pierres. C'est un début de voûte qui est encore visible très nettement, qui est extrêmement intéressant. Donc ça montre quand même comment a été construite la tour. Donc il y a vraiment deux salles voûtées superposées. On a découvert aussi, on a vu tout simplement que la voûte au premier étage n'était pas du tout liée avec les remparts. C'est-à-dire que, voilà, je sais pas, vous êtes allé à Aigues-Mortes, vous marchez sur les remparts, vous traversez les tours, vous traversez tranquillement, vous faites tout le tour des remparts. Ici, visiblement, les tours ont été construites donc, au XVIe, mais avec une idée défensive, certes, mais pas du tout avec une idée que ça fasse partie d'une promenade, enfin, une tour de rempart. Et donc, on se trouve avec des pièces fermées qui sont accessibles que par l'extérieur, donc côté rue à l'intérieur, avec des portes au rez-de-chaussée et une porte à l'étage, certainement par une échelle en bois ou par des plattelages spécifiques pour cette entrée-là. Bon, ici, on va vraiment résumer le travail. On voit encore des pierres
qui sont neuves ici au-dessus pour accompagner finalement l'architecture, pour ne pas créer trop d'arrachement. Et on voit qu'entre les deux parements de pierre se trouve une maçonnerie de moellons, donc une maçonnerie avec des pierres dans tous les sens, et qui a été complètement consolidée, c'est-à-dire on fait un gros travail d'injection de coulis de chaux, de mortier de chaux à l'intérieur pour consolider, pour rendre plus cohérent les maçonneries, pour éviter aussi les infiltrations. Et par-dessus, on fait donc un mortier que vous voyez ici, une sorte, ce qu'on appelle un glacis, qui est fait en pente de sorte que l'eau s'écoule complètement, en évitant évidemment les flaques d'eau qui sont propices justement pour créer des endroits où les végétaux s'installent. L'idée, c'est évidemment d'éviter que les végétaux s'installent dans tout ce qui est maçonnerie ouverte comme ça. Ça n'empêche pas l'entretien. Voilà, là vous voyez l'intérieur de la tour ouest. Donc avec la fenêtre restituée, mais on voit le revers de cette fenêtre, et on voit les maçonneries nettoyées, on voit l'ensemble qui est rejointoyé, qui est bien fermé, je dirais justement, pour éviter que l'eau rentre dans les maçonneries. C'est vraiment le gros des soucis qu'on a. On a beau travailler sur un parcours d'eau, en fait, qui ici va s'écouler là, va tomber ici à l'intérieur et pas à l'extérieur, à l'intérieur où il y a un écoulement prévu, justement par en dessous la fenêtre qui jette dans un gargouille et puis l'eau tombe en dehors de la tour. C'est vraiment l'objectif dans des ruines, dans les restaurations de ruines, c'est accompagner l'eau jusqu'en bas, justement pour éviter qu'il y ait des infiltrations là où on ne veut pas les avoir. Voilà, donc ça c'est des photos après travaux, les portes ne sont pas encore changées, on a laissé volontairement évidemment l'arrachement ici de cette portail qui a été démoli en 1877. De l'autre côté pareil, on a laissé cet arrachement et reste à faire maintenant les autres remparts qui sera fait plus tard. Voilà, on a fait en annexe à ce chantier, on a fait aussi des sondages justement pour trouver le fameux pont dormant sur la Robine du Roi. Donc voilà, on a fait des trous dans la chaussée avant en espérant de retrouver le pont en pierre. Malheureusement, on n'a rien trouvé, si ce n'est que beaucoup de débris justement de pierres de taille, ce qui laisse supposer que le pont a été démoli et en fait tout simplement les déchets en fait ont été réutilisés, remis en place en fait pour remplir le trou qui a été créé. Donc ça veut dire que la Robine du Roi a été canalisée par des sortes de buses, parce que le canal passe toujours, mais il n'y a plus de vestiges de pont, donc on avait espoir peut-être retrouver le pont, ce qui serait plus facile à restituer un jour. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On trouve des restes de caniveaux ici sur le côté. C'était intéressant de faire ça, mais on est allé assez profond pour ne rien trouver. Voilà, donc ça donne la vue de la porte de la cavalerie aujourd'hui. Donc ça a un petit peu changé. Je vous rassure, le poteau devant va disparaître dans le cours des travaux. Et donc là, voilà, c'est en fait la première étape de ce réaménagement. Et on voit donc au fond la fontaine Amélie Péchaud qui est aujourd'hui en restauration. Et donc je vais en profiter justement pour faire une petite, ce sera une chose assez intéressante parce que finalement en préparant à la fois un petit peu de chercher sur justement le monument dans le cadre du chantier, parce que finalement on a l'aide dessus aujourd'hui de se poser des questions, et en même temps pour cette conférence, donc finalement voilà, j'ai jumelé les deux, donc j'ai fait du travail là-dessus, donc je vais vous partager un petit peu cette histoire sur la fontaine. Donc la fontaine Amélie Pichot, donc vous connaissez l'histoire, certainement, c'est donc Pierre Amélie Pichot qui a acheté à un moment donné cette mosaïque sur pierre émaillée, sur terre cuite émaillée, et a finalement proposé à la ville, il l'a offert à la ville, donc
c'est une œuvre d'art qui a été offerte à la ville, tout simplement. Et il a finalement, bon, après de multiples discussions, où est-ce que ça peut être placé, donc l'idée c'était au départ de la mettre sur l'actuel musée Réatu côté Rhône, sur la chapelle Saint-Blaise. Il y a des projets pour ça, donc il y a déjà beaucoup d'images en fait qui ornent cette aventure-là. Et finalement, Pierre-Amédée Pichot a décidé de construire une maison à cet endroit-là, dans lequel justement il mettait en place cette œuvre. Donc c'est l'architecte Joseph Flandrin qui a fait le projet, et c'est Auguste Vérin qui s'est chargé des travaux sur cette fontaine. Donc il y a différentes... il y a le projet de Joseph Flandrin que vous voyez ici à gauche, donc avec la mise en place de l'œuvre sur la poésie, avec au-dessus, bon, qui a été un petit peu changé, un panneau dans lequel il y a aujourd'hui le lion d'Arles, il y a différentes inscriptions en bas et en haut, et il y a surtout le bassin en bas qui fait fontaine. On a aussi une photo de la construction que vous voyez à droite, vous reconnaissez bien les choses. Le modèle de cette fontaine est inspiré en fait, de la fontaine Saint-Michel à Paris, qui, bon, vous connaissez, hein, je veux dire, c'est un endroit très très connu à Paris, côté Seine, et c'est avec la même idée, à peu près, c'était avant, a été créée cette fontaine aussi contre un pignon de façade, justement à une bifurcation de rue, justement en face de la Seine. Vous trouvez cette fontaine, bah, pareil, fontaine avec Saint-Michel, avec le bassin en dessous, un ordre... je ne sais pas si c'est quel ordre c'est, avec des panneaux, des inscriptions au-dessus et comment dire, un étagement avec différents frontons. Donc là, on a des photos donc, directes sur le chantier. Donc là, on reconnaît évidemment le lion d'Arles. La photo a été prise un peu d'en haut. En plus, c'est une sculpture qui est faite pour être vue d'en bas, donc d'où les déformations un peu bizarres qui peuvent paraître sur la photo. C'est le lion d'Arles, évidemment, qui est sculpté par Auguste Écaille, qui est un sculpteur connu pour des représentations animales. Et donc, c'est un bel exemple de cette sculpture du 19e siècle. Alors, vous voyez bien sur l'image que c'est quand même pas dans un état très très enthousiasmant autour. Il y a beaucoup de pierres qui se sont dégradées, notamment ici sur la partie haute. On voit ici toute une corniche qui est très très abîmée. Et on voit aussi sur le lion, on le voit mal sur la photo, mais surtout sur le train arrière, il y a pas mal de crevasses en fait qui se sont créées. La patte avant aussi, bon, il y a un petit peu de pierres qui se délitent. Donc il y a vraiment un vrai travail de consolidation à faire sur cet ouvrage qui demanderait évidemment beaucoup de soin pour le remettre en valeur, cet ouvrage. Ici, en fait, c'est la dédicace qui se trouve en haut de l'immeuble. C'est une inscription en latin à la mémoire du fils à son père. Au-dessus, donc, c'est en mémoire à Amédée Pichot, l'Arlésien, donc avec ses années de naissance et de décès, et que ça a été créé par Pierre Amédée Pichot, donc avec l'année de la réalisation, donc il a marqué comme année 1887. Voilà, alors ça c'est la grille qui a été dessinée par Cyril Rogier. Donc c'est une grille qui a été mise en place quelques dizaines d'années, vingtaine d'années après la mise en place de la fontaine. Et c'est une grille qui est d'une qualité exceptionnelle, fait par un grand ferronnier, grand ami de Cézanne, c'est ce que j'ai appris, et qui a fait aussi la grille devant le palais de Luppé, par exemple, ici à Arles. Donc c'est vraiment une œuvre d'une très très grande qualité. Alors, après, il y a une grande discussion qui s'est créée. Cette grille, je vous le partage parce que c'est un grand débat, mais en fait, les dés sont jetés. En fait, la fontaine a été classée, enfin, a été inscrite, pardon, cet été, donc en juillet,
Et avec la fontaine a été aussi inscrit la grille. Donc ça veut dire que voilà, on est tenu à respecter donc le monument inscrit. La grille, non, je veux dire, patrimonialement, c'est une grille d'une qualité exceptionnelle et je ne vois pas l'enlever, le jeter, etc. Mais bon, je suis aussi je suis architecte du patrimoine, je défends le patrimoine, je suis aussi architecte. Et c'est vrai que mon cœur balance un peu quand on imagine la place avec les pavés ici devant. J'avoue que la grille, pas forcément envie de la voir. Bon. Mais voilà, les choses sont ainsi. L'avis officiel, c'est qu'il faut laisser cette grille. Donc, pour l'instant, on va la remettre en place. Mais je ne me suis pas privé de plaisir juste avant le montage de l'échafaudage et que la grille a été déposée, parce qu'il faut quand même monter un échafaudage et on ne peut pas tourner autour. Donc la grille a été déposée pendant une journée. On avait donc la vue sur la fontaine sans grille. Je partage quand même avec vous que je suis un petit peu rebelle. Ça, c'est un vrai débat. Je sais que monsieur le maire, il aimerait mieux pas avoir de grille, mais c'est vrai qu'il y a un service des monuments historiques, la DRAC, qui insiste beaucoup pour la garder. Voilà, on va continuer le plaisir de regarder cet ouvrage, parce qu'on est là pour ça. Donc on voit ici le chapiteau corinthien qui est merveilleusement bien conservé. Donc là, on a la chance d'avoir ces pierres parfaitement en place. Ici, on voit des feuillages qui se trouvent plutôt en partie basse. En fait, l'ouvrage a été restauré entre guillemets en 1987. Et en fait, ce qui a été fait à cette époque-là, et ça, ce qu'on découvre aujourd'hui, on n'a pas nettoyé les feuillages, on a juste passé une sorte de peinture par-dessus pour faire disparaître la saleté. Et donc l'entreprise commence à nettoyer, commence à trouver finalement, dès qu'on commence à nettoyer, que c'est encore plus sale qu'avant. Donc voilà, c'est des petits problèmes techniques qu'on peut rencontrer en cours de route. Donc on est en train de faire des essais justement comment on peut traiter ce genre de problématiques. C'est pas très compliqué, mais c'est des petites surprises qui surviennent au cours du chantier. On trouve aussi tout d'un coup une copie du sceau des consuls du Vieux-Bourg, et donc là on revient dans le Vieux-Bourg, qui date en fait, le modèle date du XIIIe siècle, qui est connu, et qui a été reproduit sur les parements aussi. Donc c'est vraiment aussi, bon, non seulement il y a l'allégorie à la poésie qui a été mis en avant, mais justement aussi l'emplacement a été souligné justement par la position de ce sceau qui dit, voilà, on rentre ici dans le Bourg-Neuf. Donc Pierre-Amédée Péchot est très sensible aussi à l'endroit où il se met. Donc non seulement il y a le lion d'Arles qui semble normal, mais là aussi il a marqué le quartier sur cet ouvrage. Voilà, alors là, il y a différentes images. Donc, le réalisateur, donc l'artiste qui a fait ces mosaïques, enfin, c'est pas un mosaïque franchement dit, parce qu'en fait, c'est de la terre cuite sur laquelle on a fait une peinture à l'émail. C'est pas un mosaïque proprement dit. C'est donc Paul Balz qui a fait ça, qui est un grand artiste qui a fait l'école de France à Rome, et qui a fait beaucoup de copies aussi des œuvres de Raphaël. Et là, on voit par exemple une sorte de feuille de laurier qui orne les choses, donc c'est purement en émail, hein, donc en fait il n'y a quasiment rien à faire, on a juste à dépoussiérer et ça commence à briller comme sur la photo, c'est absolument fabuleux. On voit aussi des figures qui sont cachées, donc on a la vue vraiment très près de ça. On voit aussi en dehors, on ravit évidemment, on est ravis de voir les décors de cyprès, mais on voit aussi évidemment des petites cassures où l'émail s'est cassé.
en fait, le carreau s'est cassé. Donc là, ça demande un travail justement aussi d'intégration. Donc ce sera probablement peinte ici, mais il va falloir aussi vérifier l'état justement des carreaux en terre cuite. Il va falloir peut-être aussi faire des injections en fait à la chaux pour refixer l'ensemble des choses. Donc ça demande un gros travail d'auscultation. Donc là, c'est la figure centrale. C'est quand même agréable de voir ça de près et de l'avoir comme ça en photo. On voit que là, par exemple, le visage, c'est un grand carreau. Hein. On n'a pas fait un découpage au milieu de la personne. Mais on voit justement sur la peinture, en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle mosaïque, on a dessiné de la mosaïque, en fait. C'est une mosaïque sur de la terre cuite qu'on appelle mosaïque. Enfin, c'est une sorte de pléonasme. Voilà, l'inscription, Numinée afflatur, donc c'est-à-dire que c'est la poésie qui fait avec l'inspiration divine. Donc c'est un... Bon, on voit ici encore un petit angelot qui est mignon comme tout, et qui regarde aussi, qui essaie de découvrir quelque chose. Et en fait, il y a donc aussi, c'est signé, Paul Valls a le dessiné d'après Raphaël. Et du coup, ça m'a mis un petit peu dans ma tête, mais bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose, et on voit en fait, il y a énormément de choses écrites à ce sujet, notamment une association très très connue ici dans cette salle, qui a fait un écrit en juin 2009 sur justement cette fontaine Amédée Pichot. Il y a aussi un écrit de Rémy Venture sur cet ouvrage. Donc tout ça, ça se trouve sur Internet. Si vous voulez lire chez vous, c'est ravissant. Mais voilà, c'est pour moi une découverte, peut-être pour certains, pour vous aussi. Tout cela nous mène au Vatican. Dans la chambre de la signature qui a été faite au 16e par Raphaël. Et bon, c'est vrai que c'est une pièce que j'aime beaucoup parce que je l'ai visité, parce qu'il y a l'école d'Athènes qui est vraiment le modèle de peinture du début de la Renaissance avec la découverte de la perspective. On l'a analysé dans tous les sens, etc. C'est un chef d'œuvre, etc. Évidemment, on a été toujours omnibulé par cet ouvrage, on ne s'est jamais levé la tête pour retrouver le lien avec Arles, parce que, en fait, sur le plafond se trouve l'allégorie de la poésie. Vous trouvez exactement la même représentation que vous avez ici, chez vous, à Arles, pourquoi aller à Rome, devant votre fontaine. Voilà, on le voit ici. Donc il y a les quatre vertus qui sont là, et on se trouve ici avec la poésie en bas sur le plafond qui est juste au-dessus de l'école d'Athènes. Donc ça c'est donc la prochaine fois que je vais à Rome, il va falloir quand même que je regarde ça de près. Voilà, donc vous avez la représentation à côté. Donc voilà, on voit que Paul Valls a quand même fait un très très beau travail, y compris jusqu'à imiter en fait les petites mosaïques dorées qu'on retrouve ici sur le côté. C'est un travail absolument extraordinaire de copiage d'un grand artiste qui prend inspiration dans la Renaissance, mais c'est pas à peu près à moitié comme parfois c'est le cas au XIXe siècle. Et là, c'est de la très grande qualité. Donc voilà, c'était quelque chose d'intéressant sur cette fontaine. Donc vous le regarderez, je pense, plus jamais comme avant. Voilà, c'était un peu la fin de notre parcours. Donc là, vous voyez les deux tours qui sont donc avant la restauration. Donc il y a quand même quelque chose qui a changé depuis quelque temps. Donc on voit quand même que l'image est beaucoup plus lisible. Il y a aussi les fenêtres. Il y a une entrée de ville qui commence à se dessiner. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc on est toujours aussi dans le rêve. Évidemment, on va terminer tout ce qui se passe à l'intérieur des remparts. Mais bon, on garde toujours un petit peu ce rêve de pont qui enjambe la Robine du Roi, qui amène aussi un petit peu d'eau en fait au pied des remparts, un peu de fraîcheur, etc. Et c'est en regardant cette carte que je m'étais dit
puis finalement, en fait, on regarde toujours l'image, on regarde jamais ce qui est écrit dessus. Et finalement, j'ai découvert donc le poète Jean Écart, et qui a en fait écrit sur cette carte un petit poème que je voudrais partager avec vous à la fin. Au portique, château qui croulait, la lumière sur vos frontons noircis joue à travers les lierres, et vous faites paraître vivant. Ruine, devant vous le passant cherche et songe. Est-ce la vie ou bien la mort? L'herbe qui ronge vos murs, qui tremble à tout vos vents. Sous les arceaux du cloître, une servante alerte vient pour remplir sa cruche au puits. La cour déserte s'étonne du bruit de son pas. Toi, vieux puits, que sais-tu de la vie éternelle? La corde lentement a fendu ma margelle, mais ma source ne tarit pas. Je vous laisse réfléchir sur surtout ces deux dernières lignes que j'adore. Merci beaucoup.